Dans ce dernier épisode, nous allons revenir avec vous, Pierre Bonis, sur les grands principes de la gouvernance qui sont toujours en cours de réflexion sur la scène internationale. On pense bien sûr à la neutralité du réseau, la neutralité technologique ou la transparence. Des valeurs auxquelles est attachée l'AFNIC qui prône un Internet sûr et au service de tous. Les rebondissements de l'actualité et les intérêts divergents des différents acteurs peuvent ralentir des processus de décision. Nous allons donc voir que certains principes comme la neutralité du net restent difficiles à appliquer. Quel est l'impact des GAFAM sur cette gouvernance ? Les blockchains ou l'intelligence artificielle représentent-ils des nouveaux enjeux pour les prochaines années ? Et comment contribuer à l'échelle individuelle à ce grand débat ? Autant de chantiers pour l'Internet du futur que nous abordons avec vous, Pierre Bonis, directeur général de l'AFNIC, dans le dernier podcast de cette série. Pierre Bonis, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le principe de neutralité du net et pourquoi est-ce qu'il est encore aujourd'hui si difficile à appliquer ? Le principe de neutralité du net, c'est avant tout un principe économique. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle il est parfois difficile à appliquer purement techniquement. Est-ce qu'il y a des intérêts économiques derrière ? Parce que c'est un principe économique. Pas forcément parce que il y a des intérêts économiques, mais parce que l'économie, c'est pas la technique. C'est pas la même chose. Et alors, c'est Tim Wu, c'est l'université de Columbia, 2003, qui définit ce qu'est la neutralité du net. Et c'est donc une définition économique. C'est une définition qui dit « Internet permet qu'il n'y ait pas de gatekeeper, ou en bon français, de barrière à l'entrée. Pour la première fois quasiment de l'histoire de l'humanité, il y a un système qui implique le même investissement pour s'adresser à des milliards d'utilisateurs, pour un petit ou pour un gros. On n'a pas besoin d'autorisation. On a souvent l'habitude de comparer Internet à l'invention de l'imprimerie. C'est la plus grande invention depuis l'invention de l'imprimerie. Mais l'invention de l'imprimerie, elle a créé des éditeurs. Et quand vous voulez publier un livre, vous envoyez votre manuscrit à un éditeur et puis l'éditeur, il va décider si ça vaut le coup d'imprimer votre livre ou pas. Internet, tout le monde est à compte d'auteur. C'est ça qui change la donne. Et pour que ça reste comme ça, il faut une neutralité des tuyaux par rapport au contenu. C'est juste ça, c'est dire garantissez cette fonction de base d'Internet et empêchez les gens qui pourraient avoir envie de profiter de leur rôle d'opérateur d'infrastructure de devenir eux-mêmes des éditeurs et de choisir les contenus. Et donc, on peut dire au global que ça fonctionne. Sauf que, si je peux me permettre, autant pour l'imprimerie, il y avait des imprimeurs, là on a des opérateurs, des fournisseurs d'accès, qui peuvent aussi avoir un rôle pour filtrer, pour prioriser, pour orienter les communications d'une certaine manière. Finalement, est-ce que ça vient pas à l'encontre de la neutralité de l'Internet lorsque ces acteurs-là opèrent des choix, leurs choix ? Vous avez bien suivi et effectivement, c'est un des éléments qui est remis en cause régulièrement en disant s'il y a de la priorisation de contenu, il n'y a donc plus de neutralité du net. Et c'est ce que moi j'appelle l'absence de distinction entre la théorie économique et la réalité pratique. C'est-à-dire que il y a de la priorisation. Est-ce que cette priorisation, elle recouvre dans une certaine mesure les problématiques qui sont évoquées dans la théorie économique ? Moi, je ne le pense pas. C'est-à-dire que, en d'autres termes, vous avez une box. La box, elle vous donne la télé, l'Internet haut débit et le téléphone. Le téléphone sur IP, c'est très très peu de bande passante. L'Internet haut débit, c'est beaucoup de bande passante. La télé 4K, c'est beaucoup de bande passante. Si votre box, à l'intérieur de votre maison, ne priorise pas les flux en disant ce qui va vers la télé est priorisé par rapport à ce qui va vers l'Internet, qui est lui-même priorisé par rapport à ce qui va sur la téléphonie sur IP, vous regarderez pas la télé. Donc c'est une nécessaire priorisation. C'est une nécessaire priorisation. Il faut juste faire attention à ce que, sous le prétexte de la nécessité technique, ne se loge pas une intention parfois de favoriser ses propres contenus, de dire finalement je trouve que les contenus de mon concurrent sont bizarrement plus lourds que les miens, donc je vais les déprioriser, etc. Donc tout est dans le détail. Mais au fond, le fait qu'on priorise certains flux par rapport à d'autres, techniquement, ça n'est pas neutre, mais économiquement, ça l'est. Mais alors, est-ce que la neutralité du net trouve pas ses limites aussi dans des luttes contre le terrorisme, contre la pédopornographie ? Est-ce que finalement, ces principes-là ne tombent pas ? Alors, de la même manière, on peut considérer que le réseau doit être complètement aveugle et qu'il doit porter toutes les données et tous les contenus sans absolument jamais regarder. Ça, c'est la version idyllique de la neutralité. Et au fond, c'est
un peu ce que fait le réseau aujourd'hui. Eh oui. Est-ce que c'est le rôle des opérateurs d'infrastructure de regarder tous les contenus pour voir s'il y en aurait un pour l'empêcher de passer? Ou est-ce que c'est le rôle d'autres organismes de vérifier que ce contenu est présent ou non sur Internet et de faire cesser cette présence? C'est tous les débats qu'il y a depuis des années entre la loi de confiance dans l'économie numérique, la responsabilité des hébergeurs. C'est assez compliqué d'un point de vue juridique. Et finalement, nous, à la FNIC, on a envie de dire, sur les contenus qui sont absolument considérés sans aucune forme de procès, justement, sans ambiguïté, comme des contenus purement illégaux, il faut utiliser le moyen le plus rapide et le plus simple. Le moyen le plus rapide et le plus simple, ça n'est pas forcément de passer par les infrastructures. Pierre, j'aimerais qu'on parle des GAFAM. Les GAFAM ont aussi un impact sur la neutralité du net. Donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Pourquoi font-ils aujourd'hui débat sur la scène numérique? Ils font débat d'abord parce qu'ils sont très très gros et que toute décision qui est prise par un de ces acteurs-là a un effet systémique qui va bien au-delà des protocoles. On pense aux algorithmes. Voilà. Puis simplement, l'impact que ça a, c'est-à-dire que si un changement de politique prenons Gmail, par exemple, il y a un exemple assez récent qui est tout à fait frappant. Gmail décide de mettre en place une nouvelle politique anti-spam et dit, je vais m'appuyer sur des protocoles. Bravo Google. Il s'appuie sur des protocoles qui viennent de la gouvernance technique de l'Internet, de l'IETF, notamment. Et je vais vous épargner le nom des protocoles, mais je vais rendre ces protocoles de vérification de l'identification des mails obligatoires. Nous, ça fait des années qu'on dit il faut déployer ces protocoles. Quand Gmail dit de toute façon, si vous les avez pas déployés, je reçois plus vos mails, en 15 jours, ils sont déployés dans le monde entier. Donc ils ont un rôle prédominant, clairement. Voilà. Dans un sens comme dans l'autre, j'imagine. Dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est pas forcément eux qui élaborent les protocoles. Les protocoles continuent à être élaborés dans une gouvernance technique de l'Internet multi-acteurs transparente, etc. Mais ils ont un pouvoir de marché tel que quand ils prennent une décision, ça impacte immédiatement des milliards d'utilisateurs et donc forcément, ça fait évoluer Internet. Quand vous avez Google, Microsoft, Amazon qui rentrent dans la danse, c'est un peu une fiction de dire que leurs tuyaux sont de la même taille que celui des autres. Et donc, quand ils envoient du contenu, ils en envoient beaucoup plus qu'ils n'en reçoivent. Et là, vous avez des fournisseurs d'accès en face qui vous disent « mais c'est totalement asymétrique, ça n'est pas du pair à pair ». Et donc, il faut me rémunérer sur le différentiel qu'il y a entre les contenus que je reçois de ces géants et ce que moi, je leur renvoie. C'est une discussion qui est une discussion, alors aujourd'hui qu'on appelle le fair share, qui est une discussion purement économique. Qui est-ce qui va financer le dernier kilomètre pour la fibre au fin fond de telle région? Est-ce que c'est finalement les GAFAM parce que c'est eux qui en profitent le plus? Ou est-ce que c'est les fournisseurs d'accès financés en partie par des subventions qui sont payées par le contribuable? C'est à peu près ça le sujet. J'aimerais qu'on parle des nouveaux enjeux de l'Internet. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions, Pierre, qui peuvent mettre à mal la gouvernance de l'Internet? Le cauchemar de la gouvernance de l'Internet, c'est la fin de l'universalité d'Internet. L'interopérabilité, c'est ça? L'interopérabilité. Internet, ça veut dire Internetwork. Ça veut dire des réseaux qui s'interconnectent. Donc, si les réseaux ne s'interconnectent plus pour quelque raison que ce soit, parce que on leur interdit de s'interconnecter ou qu'on crée des protocoles concurrents qui ne sont pas compatibles avec les réseaux existants, l'idée même d'Internet tombe. Alors, normalement, on se dit qu'il n'y a pas grand monde qui veut cela. Mais il y a une menace pourtant. Mais il y a une menace. Elle est probablement pas très forte aujourd'hui, mais elle existe et elle est visible. Il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment des pays, qui considèrent qu'Internet est une menace pour leur souveraineté, parce qu'ils ne maîtrisent pas la totalité de ce qui y passe, qui construisent des alternatives techniques au fonctionnement d'Internet et en promeuvent l'utilisation au niveau international, notamment dans les organisations des Nations Unies. Donc aujourd'hui, c'est un combat, je dirais, qui est embryonnaire, où d'un côté, il y a de la standardisation qui fonctionne très fortement, et de l'autre côté, il y a des volontés de changement, mais dont on comprend pas très bien quel problème ils règlent. Mais c'est quelque chose sur lequel on est assez attentif et qui, si on n'y fait pas attention, peuvent déboucher sur une forme d'archipélisation d'Internet. Il y aurait plus One World, One Internet. Et voilà. Et ça serait plus Internet tel qu'on le connaît, ça serait quelque chose où non seulement on n'aurait pas la garantie de pouvoir contacter quelqu'un de l'autre côté, mais encore pire, on n'aurait pas la garantie d'avoir une réponse unique. C'est un problème de principe de base d'Internet. Ça doit être universel.
et les ressources sont toujours uniques. Pierre, en tant que registre de l'extension nationale, reconnu pour sa mission et son expertise dans le monde entier, on l'a vu, la FNIC est très impliquée dans la gouvernance de l'Internet mondial. Et quand on vous entend parler, on sent déjà votre implication en tant que directeur général. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Pierre, comment la FNIC participe aux évolutions de l'Internet et au débat sur la gouvernance ? La FNIC, c'est avant tout une association, dans sa forme en France, c'est-à-dire qu'elle a elle-même une gouvernance ouverte. Elle applique les règles et les principes de la gouvernance de l'Internet à son propre fonctionnement. Notre rôle historique, c'est de gérer le .fr, et c'est toujours notre rôle, et on en est très fiers. La gestion du .fr, l'évolution de ses règles, ses tarifs, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, tout cela doit être dans nos statuts et maintenant dans la loi, discuté dans le cadre de l'association sur un mode multi-acteurs, en cherchant des consensus entre les différentes parties prenantes. Et donc, comme il y a une grande proximité entre les règles internationales d'Internet et la manière dont on le fait fonctionner en France, bien cette communauté Internet française qui se retrouve au sein de la FNIC, on aide à la faire participer au niveau international. Et j'insiste sur les mots. On aide à la faire participer. Nous ne sommes pas le porte-parole de la communauté Internet française à l'international. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une parole. Ça serait absurde. Mais sur quoi est-ce qu'on va se retrouver? Sur quoi est-ce qu'on va faire du consensus? Sur la protection des données personnelles, sur la diversité culturelle et linguistique, sur la possibilité de laisser les TPE, PME accéder au marché, parce que nous, on n'a pas de géant du numérique, etc., etc. Donc là, on a un rôle de coordination, on a un rôle d'aide à la participation, et c'est très important. Et par ailleurs, on a aussi un rôle qui est plus technique, qui est d'envoyer nos ingénieurs, notre propre expertise interne, pour travailler à l'évolution des protocoles techniques d'Internet sur des sujets qui sont des sujets d'importance pour la communauté française. Et j'en donne juste un exemple, enfin j'en donne deux. Premier exemple qui paraît assez évident, c'est un ingénieur de la FNIC, Stéphane Borsmeyer, qui a accompagné la redéfinition d'une RFC, donc d'un standard d'Internet, pour que Internet demande moins de données pour fonctionner de la même manière. C'est-à-dire, c'est la minimisation des données. On travaille aussi sur des évolutions de protocoles qui permettent de dire, puisqu'on connaît l'empreinte carbone d'une requête DNS, on va essayer de réduire cette empreinte carbone en faisant évoluer les protocoles. Donc, vous voyez, il y a à la fois de la coordination des acteurs et de l'action très concrète et technique portée par les ingés de la FNIC dans les organismes de standardisation. Qui représente une approche française de l'Internet. Quelque part, vous êtes dépositaire d'une philosophie, d'une approche française. Quelle est-elle? Comment on peut la résumer, cette approche française de l'Internet? Je pense pas qu'on soit si différent des autres. Néanmoins, ce qui fait, de notre point de vue, l'originalité d'une vision française de l'Internet, qui est plus une vision européenne au fond, c'est que on reconnaît qu'il y a un rôle pour les gouvernements. Ça veut pas dire qu'on considère que les gouvernements doivent décider de tout. Mais il y a un rôle. Il y a un rôle pour les gouvernements. Et je dirais, d'un côté du spectre, vous allez avoir des pays qui disent, forcément, il y a un rôle puisqu'au fait, le pays entier est un gouvernement, le parti unique. Et puis, de l'autre côté, les inventeurs d'Internet. Je dirais, les gens qui sont à la base, les pionniers, c'est quand même des gens qui, dans un contexte américain, considéraient que l'État fédéral était quelque chose de mauvais et avait une forme de défiance par rapport à l'État et au gouvernement qui est pas exactement celle qu'on a dans nos pays européens. Donc, déjà, il y a ce rôle d'acceptation d'une forme de régulation en échange d'une forme de consultation. Et c'est là que c'est une vision française, mais que c'est une vision Internet aussi. La communauté Internet française, ça lui pose pas de problème qu'il y ait des lois. Par contre, ça peut lui poser problème qu'il y ait des lois, on lui a pas demandé son avis. C'est donc un Internet au service de tous, un bien commun, quelque part qui doit le rester, dans lequel tout le monde peut intervenir avec ce consensus qui est très fort. Et d'ailleurs, on le disait dans les différents épisodes, chacun peut contribuer à ce débat, contribuer en adhérant à la FNIC pour contribuer à réinventer ces formes de coopération, de gouvernance. Est-ce que cette adhésion pour prendre part à cette aventure, elle est ouverte à tous? Oui, elle est ouverte à tous. Personne physique, personne morale, secteur privé, académique. Tout le monde a sa place à la FNIC. Il y a différents collèges pour que vous vous retrouviez avec des gens qui vous ressemblent au premier abord. Et merci pour ce podcast. Je pense qu'il aidera, j'espère qu'il aidera. Ces sujets apparaissent comme des sujets arides et techniques. Et donc, finalement, les personnes qui nous rejoignent sont des personnes qui ont un intérêt très, très fort et parfois une appétence professionnelle. Bien sûr. Sur ces sujets-là, parce qu'il y a, je dirais, une sorte de barrière à l'entrée, de connaissances minimales pour pouvoir parler de ces sujets-là entre nous. J'espère qu'on a pu montrer que ces enjeux de gouvernance Internet, ils étaient importants pour chacun, et qu'on pouvait quand même essayer de trouver des mots pour que chacun les comprenne. C'est ce que nous essayons de faire à la FNIC. Et donc, si les gens nous rejoignent, il faut pas qu'ils aient peur.
ils n'ont pas besoin d'avoir bac+12 en informatique et on trouvera des moyens de les impliquer. D'autant que les sujets prennent du temps à être réfléchis, orchestrés, et donc ça laisse le temps à chacun de rentrer dans les problématiques pour être onboardé, comme on dit en anglais, pour rester sur des mots anglais, sur ces sujets d'Internet mondial. Tout à fait, et c'est bien de le rappeler, le système multi-acteurs, on peut lui reprocher d'être lent, et c'est vrai qu'il est assez lent parce qu'il cherche du consensus. Mais comme il est là pour gérer quelque chose qui est très stable, qui est l'infrastructure de base d'Internet, c'est pas très grave qu'il soit lent. Internet, c'est pas une start-up. Ouais. C'est quelque chose qui soutient les usages quotidiens de 5 milliards d'utilisateurs. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, vous savez maintenant comment contribuer à l'Internet du futur. En adhérant à la FNIC, vous allez pouvoir échanger sur la gouvernance de l'Internet à l'occasion de comités de concertation ou de groupes de travail thématiques. Vous avez tous votre part à jouer dans ce grand débat international. Nous espérons que cette série Derrière le .fr vous aura éclairé sur les grands enjeux de la gouvernance de l'Internet. Merci Pierre Bonis pour votre expertise et votre participation à ce podcast. Merci à vous. À très bientôt sur Derrière le .fr.